Je m'appelle Eleanor. J'ai 66 ans. Et ce que je vais vous raconter a changé ma vie pour toujours. Les funérailles de mon mari, Arthur, ont été le jour le plus silencieux de mon existence. Là, à côté de sa tombe, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu qui m'a glacé jusqu'aux os. Je suis vivant. Ce n'est pas moi dans le cercueil. J'ai répondu en tremblant, qui est-ce? La réponse m'a coupé le souffle. Je ne peux pas le dire. Il surveille. Ne fais pas confiance à nos fils. Ce moment a fendu mon âme en deux. Mon monde s'est effondré en regardant Julien et Léo, mes propres fils, debout à côté du cercueil avec des expressions étrangement calmes. Quelque chose n'allait pas. Leurs larmes semblaient forcées, leurs étreintes aussi froides que la glace. Pendant 42 ans, Arthur avait été mon partenaire, mon refuge, ma raison de vivre. Je l'ai rencontré à 24 ans dans la ville de Harmony Creek, où nous avons tous deux grandi au milieu de rues poussiéreuses et de rêves modestes. Je faisais le ménage pour subvenir aux besoins de ma mère malade tandis qu'Arthur réparait des vélos dans un petit magasin hérité de son père. Nous étions pauvres, mais nous étions heureux. Nous avions quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, le véritable amour. Je me souviens de la première fois qu'il m'a parlé. C'était un mardi matin. Je me rendais au marché dans ma robe verte délavée et mes chaussures usées. Il est sorti de sa boutique, les mains tachées de graisse, et m'a souri avec une timidité dont je suis tombée amoureuse dès le premier instant. « Bonjour, Eleanor » a-t-il dit d'une voix douce. « Avez-vous besoin que je jette un œil à votre vélo ?» Je n'avais pas de vélo, mais j'ai inventé une excuse juste pour lui parler. Cette conversation s'est transformée en rendez-vous sous le grand érable de Central Park, puis en promesse d'amour éternel, et enfin en un humble mariage rempli d'espoir. Les premières années ont été difficiles. Nous vivions dans une maison de 2 chambres avec un toit en tôle. Quand il pleuvait, nous placions des casseroles partout dans la maison pour récupérer les fuites, mais nous étions heureux. Arthur travaillait du lever au coucher du soleil dans sa boutique. Je cousais des vêtements pour les dames de la ville. Quand Julien est né, j'ai cru que mon cœur allait éclater de bonheur. C'était un beau bébé avec les grands yeux de son père et mon sourire. 2 ans plus tard, Léo est arrivé, tout aussi parfait. Je les ai élevés avec tout l'amour du monde, sacrifiant mes propres besoins pour les leurs. Arthur était un père merveilleux. Il les emmenait pêcher dans le ruisseau le dimanche, leur apprenait à réparer des choses de leurs propres mains et leur racontait des histoires avant qu'ils ne s'endorment. Je les nourrissais, les habillais et les réconfortais quand ils pleuraient. Nous étions une famille unie, du moins c'est ce que je croyais. En grandissant, les choses ont commencé à changer. Julien, l'aîné, a toujours été ambitieux. Dès son plus jeune âge, il demandait pourquoi nous vivions si modestement, pourquoi nous n'avions pas de voiture comme les autres familles. Léo le suivait en tout, comme il l'avait toujours fait. Quand Julien a eu 18 ans, Arthur lui a offert un travail à la boutique, mais il l'a refusé avec mépris. « Je ne veux pas me salir les mains comme toi, papa. Je vais devenir quelqu'un d'important. » Ces mots ont profondément blessé Arthur, bien qu'il ne me l'ait jamais dit. Je le voyais le soir, assis sur le porche, regardant les étoiles avec tristesse. Son fils avait rejeté non seulement son travail, mais tout son mode de vie. Les années ont passé, étonnamment, Julien a réussi à se faire une place dans le monde des affaires. Il a obtenu un emploi dans une agence immobilière à Saint-Louis. Léo l'a suivi peu de temps après. Ils ont tous deux commencé à gagner de l'argent, bien plus qu'Arthur et moi n'en avions jamais vu. Au début, j'étais fier. Mes fils avaient réussi là où nous n'avions jamais pu, échappant à la pauvreté, ayant une vie meilleure. Mais lentement, cette joie s'est transformée en tristesse. Les visites sont devenues moins fréquentes, les appels plus courts. Quand ils venaient nous voir, ils arrivaient en voiture de luxe, vêtus de costumes chers, parlant d'investissement et de propriété. Ils nous regardaient avec un étrange mélange de pitié et de honte. « Maman, » disait Julien lors d'une de ses visites sporadiques, « vous devriez déménager dans un meilleur endroit. Cette maison tombe en ruine. » Il avait raison. Mais cette maison contenait tous nos souvenirs. C'est là que nous avions élevé nos enfants, où nous avions partagé des milliers de repas, où nous avions vieilli ensemble. Elle n'était pas luxueuse, mais c'était notre maison. Arthur, toujours sage, me disait, « Eleanor, l'argent a changé nos fils. On ne leur suffit plus. » Je résistais à y croire. Je continuais de justifier leurs absences, leurs appels brefs, leurs promesses non tenues.
Ils sont occupés à construire leur vie, me disais-je. Un jour, ils redeviendront les garçons aimants que nous avons élevés. Mais au fond de mon cœur, je savais qu'Arthur avait raison. Nous avions perdu nos fils bien avant que je ne perde mon mari. Je ne savais tout simplement pas encore à quel point nous étions des étrangers pour eux. Le changement le plus radical est survenu lorsque Julien a épousé Geneviève, une femme de la ville qui n'a jamais caché son dédain pour notre mode de vie simple. La première fois qu'il l'a ramenée à la maison, elle est arrivée en talons hauts qui s'enfonçaient dans le chemin de terre de notre jardin, vêtue d'une robe rouge chic qui semblait plus chère que tout ce que j'avais jamais porté de ma vie. Enchantée, a-t-elle dit avec un sourire forcé, ne tendant que le bout de ses doigts pour me saluer. Ses yeux ont balayé notre humble demeure avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer, mais qui m'a fait me sentir petite. Pendant le dîner, Geneviève a à peine touché la nourriture que j'avais préparée avec tant d'amour. Elle a poussé les haricots verts dans son assiette, a coupé de minuscules morceaux de poulet, mais n'a presque rien mangé. Julien semblait nerveux, s'excusant constamment pour des choses qui ne l'avaient jamais embarrassé auparavant. La prochaine fois, on les emmènera au restaurant, a-t-il chuchoté à Geneviève, pensant que je ne pouvais pas l'entendre. Mais j'ai entendu. Chaque mot a poignardé mon cœur comme un couteau. Léo, de son côté, est resté célibataire, mais a adopté la même attitude distante que son frère. Ses visites se limitaient aux occasions spéciales. Et même alors, il semblait toujours pressé de partir. Il était constamment au téléphone, concluant des affaires, même pendant nos conversations. « Maman, je dois y aller », disait-il toujours avant l'heure. « J'ai une réunion importante tôt demain. » Les dimanches en famille sont devenus un lointain souvenir. Les Noëls sont devenus froids et formels. Mes fils apportaient des cadeaux chers dont nous n'avions pas besoin, restaient 2 ou 3 heures et repartaient avec un soulagement évident. Arthur et moi avons vieilli seuls, nous réconfortant mutuellement. Il a continué à travailler dans sa boutique, bien que ses mains n'aient plus la même force. J'ai continué avec ma couture, mais mes yeux n'étaient plus les mêmes non plus. Nous nous en sortions avec nos faibles revenus, fiers de ne jamais rien demander à nos fils qui avaient réussi. Tu sais ce qui est le plus triste, Éléanore, m'a dit Arthur un soir alors que nous buvions un café sur le porche. Ce n'est pas qu'ils aient de l'argent, c'est que l'argent leur a fait croire que nous sommes moins importants. Il avait raison, comme toujours. Mes fils n'avaient pas seulement changé financièrement. Ils avaient changé dans leur cœur. Nous n'étions plus leurs parents bien-aimés. Nous étions un rappel gênant d'un passé qu'ils voulaient oublier. Les choses ont empiré lorsque Julien a acheté une maison de 200 000 $ dans un quartier exclusif de la ville. Léo a fait de même peu de temps après, investissant dans un appartement de luxe qui coûtait 150 000 $. Soudain, nos fils étaient propriétaires de fortunes que nous ne pouvions même pas imaginer. Vous devriez vendre cette maison et déménager dans une maison de retraite, a suggéré Geneviève lors d'une de ses rares visites. Il y a des endroits très agréables pour les gens de votre âge. Vous seriez plus à l'aise. Les mots « maison de retraite » m'ont frappé comme une gifle. Une maison de retraite ? Après 40 ans à construire notre maison, après avoir élevé ses fils avec tant d'amour, il voulait nous envoyer dans une maison de retraite. On n'a pas besoin d'une maison de retraite, a répondu Arthur avec la dignité qui le caractérisait toujours. On est bien ici, dans notre maison. Mais j'ai vu l'expression sur les visages de Julien et Léo. Ils soutenaient l'idée de Geneviève. Pour eux, nous étions un fardeau, un problème à résoudre de la manière la plus pratique possible. C'est là que les suggestions plus directes ont commencé. Julien est arrivé un jour avec des papiers à la main, des documents qu'il avait préparés sans nous consulter. « Papa, maman », a-t-il dit avec ce faux sourire qu'il avait perfectionné. « J'ai pensé à votre avenir. Cette maison vaut au plus 15 000 $. Si vous la vendez, je peux ajouter un peu d'argent pour que vous puissiez déménager dans un meilleur endroit. » Un meilleur endroit ? Pour nous, il n'y avait pas de meilleur endroit que la maison où nous avions été heureux pendant des décennies. Mais Julien ne comprenait pas ça. Pour lui, tout se résumait à des chiffres, à une valeur monétaire. De plus, a-t-il poursuivi, je pense que papa devrait prendre sa retraite de la boutique. Il a déjà 70 ans. Il est temps de se reposer. Arthur l'a regardé avec une tristesse infinie. Phil, le travail n'est pas un fardeau pour moi. C'est ce qui me maintient en vie, ce qui donne un sens à mes journées. Mais tu pourrais te blesser, a insisté Léo, soutenant son frère comme toujours. À ton âge, un accident serait très dangereux. Ses paroles semblaient inquiètes,
mais je sentais autre chose derrière. Une impatience, une urgence que je ne pouvais pas tout à fait comprendre. Les mois suivants ont été tendus. Mes fils ont augmenté la pression sur nous pour vendre la maison. Ils ont fait venir des agents immobiliers sans nous le dire, ont fait des expertises sans notre permission, et ont même commencé à parler de ce qui serait le mieux pour tout le monde. Écoutez, nous a dit Julien lors d'un dîner particulièrement inconfortable, Geneviève et moi avons décidé d'avoir des enfants bientôt. On aura besoin d'aide pour les dépenses. Si vous vendez la maison et que vous déménagez dans un endroit plus petit, cet argent pourrait être un héritage anticipé. Un héritage anticipé ? Il demandait notre héritage de notre vivant ? L'audace de la demande m'a laissé sans voix. Arthur est resté calme, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper. Fils, quand ta mère et moi ne serons plus là, tout ce que nous avons sera pour vous. Mais tant que nous sommes en vie, nos décisions nous appartiennent. Ne sois pas têtu, a ajouté Léo avec une dureté que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Vous êtes vieux. Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans le passé. Cette nuit-là, après leur départ, Arthur et moi sommes restés à parler jusqu'à l'aube. Pour la première fois de notre mariage, nous avons discuté de la possibilité que nos fils ne soient pas les personnes que nous pensions avoir élevées. Quelque chose ne va pas, Éléanore, m'a dit mon mari, avec une inquiétude que je n'avais jamais vue dans ses yeux auparavant. Ce n'est pas seulement de l'ambition ou de l'impatience. Il y a quelque chose de plus sombre derrière toute cette pression. Je ne savais pas à quel point ces paroles étaient exactes. Je n'imaginais pas que mes propres fils préparaient quelque chose qui allait changer nos vies pour toujours. Je ne savais pas que la tragédie à venir ne serait pas un accident du destin, mais une conspiration soigneusement orchestrée par les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. La dernière conversation normale que j'ai eue avec Julien a eu lieu 3 semaines avant la mort d'Arthur. Il est venu seul, sans Geneviève, avec une expression plus sérieuse que d'habitude. « Maman » a-t-il dit en s'asseyant à la table de la cuisine où il avait pris son petit déjeuner tant de fois enfant. « Je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, Léo et moi prendrons toujours soin de toi. » Ces paroles m'ont rassuré à l'époque. Mais maintenant, en m'en souvenant à côté de la tombe d'Arthur, elles me donnent des frissons. Pourquoi a-t-il dit « quoi qu'il arrive » ? Que savait-il que je ne savais pas ? L'accident qui a tout changé s'est produit un mardi matin. Arthur était parti tôt pour la boutique, comme il le faisait tous les jours depuis plus de 40 ans. J'étais dans la cuisine en train de préparer son déjeuner préféré, un rôti de bœuf et de la purée de pommes de terre, quand le téléphone a sonné avec une urgence qui m'a glacé le sang. « Est-ce Madame Éléanore » a demandé une voix étrange. « C'est l'hôpital général. Votre mari a eu un grave accident. Vous devez venir immédiatement. » Les mots se sont brouillés dans mon esprit comme de l'encre dans l'eau. Le monde s'est arrêté. Mes jambes sont devenues de la gelée et j'ai dû m'agripper au cadre de la porte pour ne pas tomber. Que s'est-il passé ? Il va bien ? Il est en vie ? Il est en soins intensifs. Madame, s'il vous plaît, venez dès que possible. Le trajet jusqu'à l'hôpital a été un cauchemar flou. Ma voisine Sadie a dû me conduire parce que je tremblais tellement que je ne pouvais même pas tenir les clés. Pendant tout le trajet, mon esprit refusait de comprendre ce qui se passait. Arthur était prudent, méticuleux dans son travail. Comment cela avait-il pu arriver ? Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, Julien et Léo étaient déjà là. Cela m'a semblé étrange car personne ne les avait encore appelés, du moins pas moi. Mais dans mon désespoir, je n'ai pas accordé beaucoup d'importance à ce détail. « Maman » a dit Julien en me serrant dans ses bras avec une force qui semblait sincère. « Papa est en mauvais état. Les médecins disent qu'une des machines de la boutique a explosé. Il a de graves brûlures et un traumatisme crânien. » Les yeux de Léo étaient rouges, mais quelque chose dans son expression semblait étrange. Il avait l'air plus nerveux que triste, comme quelqu'un qui attend des nouvelles importantes plutôt que quelqu'un qui pleure son père. « On peut le voir » ai-je demandé désespérément. Seulement la famille immédiate, un à la fois, et pour 5 minutes maximum, a expliqué l'infirmière. Quand je suis entré dans cette chambre de soins intensifs, mon cœur a sombré. Arthur était connecté à une douzaine de machines, avec des bandages couvrant une grande partie de son visage et de ses bras. Je l'ai à peine reconnu. Sa respiration était laborieuse, artificielle, maintenue par des appareils qui bipayaient constamment. Je me suis approché de son lit et j'ai pris sa main, la seule partie de son corps qui semblait intacte. « Arthur, mon amour, je suis là. Tout va bien se passer.
Tu vas te rétablir comme tu le fais toujours. Pendant un instant, j'ai senti qu'il me serrait légèrement la main. Ses yeux ont bougé derrière ses paupières fermées. Il se battait. Mon guerrier se battait pour revenir à moi. Les 3 jours suivants ont été les plus longs de ma vie. J'ai pratiquement vécu à l'hôpital, dormant sur les chaises inconfortables de la salle d'attente. Julien et Léo se relayaient pour me tenir compagnie, mais ils semblaient toujours plus intéressés à parler aux médecins qu'à réconforter leur père. J'ai surpris des bribes de conversation que je ne pouvais pas bien comprendre à l'époque. Léo demandant à propos de l'assurance maladie, des coûts du traitement. Julien au téléphone parlant de police d'assurance vie et de bénéficiaires. Maman, m'a dit Julien le 2e jour, on a examiné l'assurance de papa. Il a une police d'assurance vie de 50 000 $. Il y a aussi une police d'accident du travail qui pourrait couvrir jusqu'à 75 000 de plus. Pourquoi me parlait-il d'argent alors qu'Arthur se battait encore pour sa vie? Pourquoi s'inquiétait-il de l'assurance au lieu de la guérison de son père? Je me fiche de l'argent, ai-je répondu sèchement. Je veux juste que ton père aille mieux. Bien sûr, maman, a-t-il dit. Mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'aimais pas. Une froideur, un calcul à l'œuvre pendant que son père mourait. Le 3e jour, les médecins nous ont donné la nouvelle la plus dévastatrice de ma vie. Le docteur Evans, un homme plus âgé à l'expression compatissante, nous a réunis dans un petit bureau. Madame Eleanor, a-t-il commencé d'une voix douce, l'état de votre mari est critique. Les brûlures se sont infectées et le traumatisme crânien est plus grave que ce que nous pensions initialement. Nous devons être réalistes quant à ses chances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ai-je demandé, bien que mon cœur connaisse déjà la réponse. Ça veut dire qu'on doit se préparer au pire. Votre mari est dans un coma artificiel. On pourrait le maintenir en vie indéfiniment, mais sa qualité de vie. Eh bien, il est très peu probable qu'il reprenne un jour conscience. Le monde s'est effondré autour de moi. 42 ans de mariage, toute une vie construite ensemble, et maintenant il me disait que tout s'effaçait comme de la fumée. On veut tout essayer, ai-je dit en sanglotant. Peu importe le coût, peu importe le temps que ça prendra. Mais Julien a échangé un regard avec Léo qui m'a profondément troublé. Maman, a dit Julien d'une voix qui se voulait sympathique. On doit être pratique. Papa ne voudrait pas vivre comme ça. Il a toujours dit qu'il ne voulait jamais être un fardeau pour personne. Un fardeau? J'ai explosé avec une fureur que je ne me savais pas capable. C'est ton père. Ce n'est pas un fardeau. C'est l'homme qui t'a élevé, qui a travaillé toute sa vie pour te donner le meilleur. On sait, maman, est intervenu Léo. Mais on doit aussi penser à toi. Les frais médicaux vont être énormes. Ils pourraient anéantir toutes tes économies. Encore l'argent, toujours l'argent. Mon mari mourait et il calculait les coûts. Cette nuit-là, seul dans la chambre d'hôpital, j'ai tenu la main d'Arthur et je lui ai parlé comme s'il pouvait m'entendre. Mon amour, je ne sais pas quoi faire. Les médecins disent qu'il n'y a pas d'espoir, mais je ne peux pas te laisser partir. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. C'est alors qu'il s'est passé quelque chose qui me donne encore la chair de poule. Ses doigts ont légèrement bougé, serrant les miens avec une force presque imperceptible. Ses lèvres ont bougé comme s'il essayait de dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. J'ai appelé désespérément les infirmières. Il réagit. Il essaie de parler. Mais au moment où elles sont arrivées, Arthur était revenu à son état précédent. L'infirmière a vérifié les moniteurs et a secoué la tête. Parfois, des spasmes musculaires involontaires se produisent, madame. Ça ne veut pas dire qu'il est conscient. Mais je savais ce que j'avais senti. Arthur avait essayé de communiquer avec moi. Il s'était battu pour me dire quelque chose d'important. 2 jours plus tard, aux premières heures du vendredi matin, les alarmes de la machine ont retenti. Les lumières ont clignoté. Les infirmières se sont précipitées vers la chambre d'Arthur. Je somnolais dans le couloir quand le vacarme m'a réveillé. Non, 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 ai-je crié en courant vers la chambre. Les médecins ont travaillé pendant 40 minutes pour le réanimer, mais c'était inutile. À 4h37 du matin, Arthur a été officiellement déclaré mort. La douleur que j'ai ressentie à ce moment-là était physique, comme si mon cœur avait été arraché de ma poitrine. Je me suis effondré à côté de son lit, serrant son corps encore chaud, refusant d'accepter qu'il était parti pour toujours.
Julien et Léo sont arrivés à l'hôpital 1 heure après la mort de leur père. Ils semblaient préparés, comme s'ils avaient attendu l'appel. Ils ont apporté des papiers, des documents, des numéros de téléphone de pompes funèbres. On a déjà parlé avec les pompes funèbres de Harmony Creek, m'a dit Julien alors que je pleurais encore inconsolablement. Ils peuvent venir chercher le corps ce matin. On a aussi contacté la compagnie d'assurance, a ajouté Léo. Le processus de réclamation a déjà commencé. Comment pouvait-il être si efficace, si organisé, si froid juste 1 heure après avoir perdu leur père? Quelque chose n'allait pas. Mais mon chagrin était si intense que je ne pouvais pas penser clairement. Les funérailles ont été prévues pour le lundi suivant. Julien s'est occupé de tous les arrangements sans vraiment me consulter. Il a choisi le cercueil le plus simple, la cérémonie la plus brève, comme s'il voulait en finir le plus vite possible. C'est ce que papa aurait voulu, m'a-t-il dit quand je l'ai confronté pour ne pas m'avoir incluse dans les décisions. Quelque chose de simple, sans chichi. Mais Arthur méritait mieux que cette précipitation indécente pour l'enterrer et l'oublier. Le jour des funérailles, le temps était couvert et froid, comme si le ciel lui-même pleurait Arthur. Je portais ma seule robe noire, la même que j'avais portée aux funérailles de ma mère des années auparavant. Mes mains tremblaient tellement que Sadie a dû m'aider avec les petits boutons dans le dos. Sois forte, Éléanore, m'a chuchoté ma chère amie en me peignant soigneusement les cheveux. Arthur voudrait te voir forte. Mais je ne me sentais pas forte. Je me sentais vide, comme une coquille sans âme. 42 ans de mariage ne peuvent pas être enterrés si facilement. Chaque objet de la maison me rappelait à lui, sa tasse de café sur la table, ses outils dans la cour, son oreiller qui gardait encore son odeur. Quand nous sommes arrivés au cimetière, j'ai été surprise par le peu de personnes présentes. Je m'attendais à voir plus d'amis d'Arthur de la boutique, plus de voisins, plus de connaissances. Mais il n'y avait que Julien, Léo, Geneviève, Sadie, moi et le pasteur. Pour un homme qui avait vécu 70 ans dans la même ville, qui avait aidé tant de gens, les funérailles semblaient étrangement vides. Où sont les gens de la boutique, ai-je demandé à Julien. On ne voulait déranger personne, a-t-il répondu rapidement. Papa était une personne privée. Il aurait préféré quelque chose d'intime. Mais ce n'était pas vrai. Arthur aimait sa communauté. Il se souciait de ses voisins. Il aurait voulu qu'ils viennent lui dire au revoir. Pourquoi Julien avait-il décidé de tout faire si secrètement, si rapidement? Pendant la cérémonie, j'ai observé mes fils avec un étrange détachement émotionnel. Julien avait une expression solennelle et appropriée, mais ses yeux regardaient constamment sa montre. Léo semblait agité, comme s'il avait des choses plus importantes à faire. Geneviève vérifiait discrètement son téléphone derrière son voile noir. Était-ce ainsi qu'ils disaient au revoir à leur père? Avec impatience et distraction. Le pasteur a parlé de la vie éternelle, du repos bien mérité, de la réunion avec Dieu. Ces paroles semblaient creuses dans mon cœur brisé. Je ne voulais pas qu'Arthur repose en paix. Je voulais qu'il rentre à la maison avec moi, qu'on continue de vieillir ensemble, qu'on continue de boire un café sur le porche tous les soirs. Quand est venu le moment de jeter de la terre sur le cercueil, mes jambes ont refusé de me porter. Sadie a dû me soutenir alors que je sanglotais de manière incontrôlable. Le bruit de la terre frappant le bois était final, définitif, sans espoir. C'est à ce moment précis, debout près de la tombe de mon mari, que mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Je suis vivant. Ce n'est pas moi dans le cercueil. Mon cœur s'est arrêté. Les lettres dansaient devant mes yeux comme si elles étaient une hallucination. Étais-je en train de perdre la raison à cause du chagrin? Avec des mains tremblantes, j'ai répondu, « Qui est-ce » La réponse est venue immédiatement. Je ne peux pas le dire. Il surveille. Ne fais pas confiance à nos fils. Le téléphone m'est tombé des mains comme s'il était en feu. Sadie s'est penchée pour le ramasser, mais je l'ai arrêté brusquement. Je ne pouvais laisser personne d'autre voir ces messages. Pas avant de comprendre ce qui se passait. « Ça va, maman » a demandé Julien en s'approchant avec une expression inquiète. Je l'ai regardé attentivement, essayant de trouver un indice sur son visage. Ses yeux semblaient sincères. Mais maintenant, chaque geste, chaque mot, chaque expression me semblait suspect. « Je vais bien » ai-je menti en remettant le téléphone dans mon sac. J'ai besoin de rentrer à la maison. Pendant le trajet du retour, je n'ai pas pu me sortir ces messages de la tête.
Était-il possible que quelqu'un me joue une mauvaise blague au pire moment de ma vie? Ou y avait-il vraiment une possibilité qu'Arthur soit en vie? Mais s'il était en vie, qui venions-nous d'enterrer? Et s'il n'était pas en vie, qui connaissait assez de détails sur nos vies pour écrire quelque chose de si spécifique à propos de nos fils? Cette nuit-là, seul dans ma maison qui ressemblait maintenant à un mausolée, j'ai revu chaque détail des derniers jours. L'accident d'Arthur avait été étrange depuis le début. Selon Julian, une machine avait explosé à la boutique, mais Arthur connaissait chaque vis, chaque fil de cet endroit. Il était méticuleux sur l'entretien, obsessionnel sur la sécurité. De plus, comment mes fils étaient-ils arrivés à l'hôpital si rapidement si personne ne les avait prévenus? L'hôpital m'avait appelé en premier. J'étais le contact d'urgence. Comment savait-il pour l'accident avant moi? Et puis il y avait la question de l'argent. Dès le premier jour, Julian et Léo avaient parlé de police d'assurance, de bénéficiaires, comme s'ils avaient attendu ce moment, s'y étaient préparés. J'ai décidé de parcourir les papiers d'Arthur. Dans son vieux bureau en bois, il gardait tous les documents importants dans une boîte en métal. Police d'assurance, acte de propriété de la maison, papier de la boutique, tout y était. J'ai trouvé la police d'assurance vie de 50 000 $ que Julian avait mentionné. Mais il y avait quelque chose dont je ne me souvenais pas. La police avait été mise à jour il y a seulement 6 mois, augmentant la couverture de 25 000 à 50 000 $. Pourquoi Arthur avait-il augmenté son assurance vie? Il ne m'avait jamais parlé de ce changement. Et plus important encore, qui lui avait suggéré de le faire? J'ai continué à chercher et j'ai trouvé quelque chose d'encore plus troublant. Une police d'assurance accident du travail dont je ne savais rien, souscrite seulement 2 mois avant sa mort. 75 000 $ en cas de décès par accident du travail. 125 000 $ au total. Une fortune pour une famille comme la nôtre, mais aussi une fortune assez tentante pour quelqu'un sans scrupules. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message du même numéro inconnu. Vérifie le compte bancaire. Vois qui a déplacé de l'argent. Cette fois, je n'ai pas hésité. Cette personne, qui qu'elle soit, en savait trop pour être un plaisantin. Elle connaissait l'assurance. Elle connaissait mes fils. Elle connaissait des détails que seule une personne très proche de nous pouvait connaître. Le lendemain, je suis allé à la banque où Arthur et moi avions notre compte depuis 30 ans. Madame Davis, la directrice qui nous connaissait depuis toujours, m'a accueilli avec de sincères condoléances. Eleanor, je suis vraiment désolé pour Arthur. C'était un homme bon. Merci, Madame Davis. Je suis ici pour consulter nos comptes. J'ai besoin de comprendre notre situation financière. Elle m'a montré les relevés des 6 derniers mois. Ce que j'ai vu m'a glacé. Au cours des 3 derniers mois, des retraits importants avaient été effectués sur notre compte d'épargne. 5 000 $ en janvier, 3 000 en février, 4 000 en mars. De l'argent dont je n'avais aucune idée qu'il avait été déplacé. Qui a autorisé ces retraits? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Votre mari est venu en personne, a expliqué Madame Davis. Il a dit qu'il avait besoin de l'argent pour des réparations à la boutique. Mais je gérais les finances du ménage. Je savais exactement combien d'argent nous avions et combien nous dépensions. Arthur n'avait jamais mentionné de réparations coûteuses à la boutique, et nous n'avions certainement jamais discuté du retrait de 12 000 $ de nos économies. Avez-vous les signatures pour ces retraits? Ai-je demandé. Elle m'a montré les bordereaux. Cela ressemblait certainement à la signature d'Arthur, mais quelque chose dans l'écriture semblait bizarre, trop tremblant, trop incertain pour sa main habituellement ferme et claire. Madame Davis, ai-je demandé, le cœur battant. Est-il venu seul pour faire ses retraits ou quelqu'un était-il avec lui? Elle a réfléchi un moment. Maintenant que vous le dites, je crois qu'une ou 2 fois, il est venu avec un de vos fils. Julian, je crois. Il a dit qu'il l'aidait avec la paperasse parce qu'Arthur avait du mal à lire les documents sans ses lunettes. Julian. Mon fils avait été impliqué dans des retraits d'argent dont je ne savais rien, utilisant les yeux fatigués de son père comme excuse. Mais Arthur voyait parfaitement bien avec ses lunettes, qu'il n'enlevait jamais de la journée. Cet après-midi-là, alors que je regardais encore et encore les bordereaux de banque, j'ai reçu un autre message. L'assurance, c'était leur idée. Ils ont convaincu Arthur qu'il avait besoin de plus de protection pour toi. C'était un piège. Je ne pouvais plus nier les preuves qui s'accumulaient devant moi, les polices d'assurance mystérieusement augmentées,
les retraits d'argent non autorisés, la présence de Julien dans des transactions dont j'ignorais l'existence, son efficacité suspecte dans l'organisation des funérailles, sa froideur pendant les derniers moments de son père. Mais la question qui me terrifiait était, s'ils avaient vraiment planifié la mort d'Arthur, comment avaient-ils fait? Et qui était la personne qui m'envoyait ces messages? Comment en savait-elle autant sur ce qui s'était passé? Les jours suivants se sont transformés en un cauchemar de doutes et de suspicions. Chaque sourire de Julien, chaque étreinte de Léo, chaque mot de condoléance me semblait être un masque cachant quelque chose de sinistre. Mais j'avais besoin de plus de preuves avant de pouvoir accepter une vérité aussi horrible que celle qui se formait dans mon esprit. Mon téléphone continuait de recevoir des messages du numéro mystérieux. Va à la boutique d'Arthur. Regarde dans son bureau. Il y a des choses que tu n'as pas vues. J'ai décidé d'aller à la boutique pour la première fois depuis l'accident. Julien avait dit qu'une machine avait explosé, mais en arrivant, j'ai trouvé quelque chose de complètement différent de ce à quoi je m'attendais. La boutique était étrangement propre, trop propre pour avoir été le théâtre d'une explosion. Il n'y avait pas de marque de brûlure sur les murs, pas de débris, pas de signe de la destruction qu'un accident aussi grave aurait dû causer. Où est la machine qui a explosé, me suis-je demandé à voix haute. J'ai fouillé toute la boutique et j'ai trouvé toutes les machines à leur place, fonctionnant parfaitement. La soudeuse, le compresseur, la scie électrique. Tout était intact. Alors, quelle avait été la cause de l'accident? Dans le bureau d'Arthur, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Une note de son écriture datée de 3 jours avant sa mort. Julien insiste pour que j'augmente mon assurance. Il dit que c'est pour Eleanor, mais quelque chose ne me semble pas juste. Je ne fais pas confiance à ses intentions. En dessous de cette note, il y en avait une autre. Léo m'a apporté des papiers à signer. Il dit que c'est pour moderniser la boutique, mais je ne comprends pas de quoi il s'agit. Pourquoi une telle précipitation? Mon mari avait été méfiant. Il avait senti que quelque chose n'allait pas dans le comportement de notre fils, mais il était mort avant de pouvoir me le dire. J'ai continué à chercher et j'ai trouvé une enveloppe scellée avec mon nom dessus. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. C'était une lettre d'Arthur. Ma très chère Eleanor, si tu lis ceci, cela signifie que quelque chose m'est arrivé. Ces derniers mois, j'ai remarqué des changements étranges chez Julien et Léo. Ils s'intéressent trop à notre argent, à l'assurance, à la vente de la maison. Geneviève leur met beaucoup de pression. Hier, Julien m'a dit que je devrais me soucier davantage de ma sécurité car à mon âge, tout accident pourrait être fatal. Je ne sais pas pourquoi, mais ces mots sonnaient comme une menace. Je t'aime, Eleanor. Si quelque chose m'arrive, ne fais confiance à personne aveuglément, pas même à nos fils. La lettre m'est tombée des mains. Arthur avait prévu sa propre mort. Il avait vu les signes que moi, aveuglé par l'amour maternel, j'avais ignorés. Ce soir-là, Julien est venu me rendre visite. Il est arrivé avec une bouteille de vin et un sourire qui semblait maintenant complètement faux. « Maman, j'ai pensé à ton avenir », a-t-il dit en se versant un verre sans me demander si j'en voulais un. L'argent de l'assurance est déjà en cours de traitement. Ce sera 125 000 $. Comment connais-tu le montant exact, ai-je demandé en feignant l'innocence. Eh bien, j'ai aidé papa avec la paperasse de l'assurance. Il voulait s'assurer que tu aies assez d'argent pour vivre confortablement. Un mensonge. Arthur n'avait jamais voulu augmenter l'assurance. Selon sa propre note, il avait été pressé par Julien. Et que penses-tu que je devrais faire de cet argent? Ai-je demandé en observant attentivement sa réaction. Ses yeux se sont illuminés d'un éclat qui m'a donné des frissons. Tu pourrais acheter une maison plus petite et plus confortable. Ou mieux encore, déménager dans une bonne maison de retraite où tu auras de la compagnie et des soins médicaux. Léo et moi pourrions gérer ton argent pour le faire fructifier. Gérer mon argent. On veut juste prendre soin de toi, maman. À ton âge, il est facile de se faire arnaquer ou de prendre de mauvaises décisions financières. On s'y connaît en investissement, en affaires. On pourrait tripler ce montant en quelques années. Tripler mon argent ou le faire disparaître dans leur propre poche. Laisse-moi y réfléchir, lui ai-je dit. Cette nuit-là, j'ai reçu un autre message. Demain, va au poste de police. Demande le rapport sur l'accident d'Arthur. Il y a des contradictions que tu dois connaître. Le lendemain, je suis allé au poste de police local. Le sergent Miller,
qui connaissait Arthur depuis des années, m'a accueilli gentiment. Le rapport sur l'accident de mon mari, ai-je demandé avec une expression confuse. Quel accident, Madame Eleanor? Celui à sa boutique. Quand la machine a explosé. Le sergent a vérifié ses dossiers et a secoué la tête. On n'a aucun rapport d'explosion à la boutique d'Arthur ici. En fait, on n'a aucun rapport d'accident du travail impliquant votre mari du tout. J'ai senti le monde vaciller sous mes pieds. Mais mon fils a dit que c'était un accident à la boutique. C'est pour ça qu'il était à l'hôpital. Madame Eleanor, votre mari est arrivé à l'hôpital mardi matin, mais pas à cause d'un accident du travail. Selon le rapport médical que j'ai ici, il est arrivé inconscient avec des symptômes d'empoisonnement. Empoisonnement. Les médecins ont trouvé des traces de méthanol dans son sang, une quantité suffisante pour provoquer la cécité, des lésions cérébrales et finalement la mort. L'hôpital aurait dû vous informer de cet empoisonnement. Ce n'avait pas été une explosion. Ce n'avait pas été un accident du travail. Quelqu'un avait délibérément empoisonné mon mari. Pourquoi personne ne me l'a dit? Ai-je demandé, la voix brisée. Les membres de la famille immédiate qui ont signé les papiers de l'hôpital ont demandé que l'information soit gardée confidentielle pour éviter des spéculations inutiles. Ils ont dit que vous étiez trop fragile émotionnellement pour gérer les détails techniques. Les membres de la famille immédiate, Julian et Léo. Ils avaient caché la véritable cause de l'état d'Arthur, inventé l'histoire de l'explosion et manipulé tout le monde, y compris moi, pour couvrir un meurtre. Madame Eleanor, a poursuivi le sergent, si vous avez des soupçons sur les circonstances de la mort de votre mari, on pourrait ouvrir une enquête officielle. J'avais plus que des soupçons. J'étais certaine que mes propres fils avaient assassiné leur père pour de l'argent. Cet après-midi-là, Léo est venu à la maison avec un bouquet de fleurs et le même faux sourire que Julian. Comment vas-tu, maman? Tu as l'air fatigué. Je vais bien, ai-je menti, observant chacun de ses mouvements avec une nouvelle perspective. Je pense juste à l'avenir. C'est bien que tu y penses. Julian et moi avons discuté. On pense que tu devrais vendre la maison bientôt, tant que le marché immobilier est frais. Pourquoi une telle précipitation? Eh bien, les vieilles maisons perdent de la valeur rapidement, et tu as besoin de l'argent. Les frais funéraires, les factures médicales en suspens. Encore des mensonges. Les funérailles avaient été bon marché, presque insultantes. Et il n'y avait pas de factures médicales en suspens car l'assurance hospitalière les avait couvertes. Léo, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Tu savais que ton père n'était pas mort d'un accident du travail. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu la panique dans son expression, mais il s'est vite repris. De quoi parles-tu, maman? Je suis allé au poste de police. Il n'y a pas de rapport d'explosion à la boutique de ton père. Cette fois, la panique était plus évidente. Maman, tu ne devrais pas faire ces choses. Elles vont t'embrouiller. Le chagrin t'affecte. Le chagrin m'affecte? Où est-ce que vous deux me mentez? Il s'est levé brusquement, renversant le café que je lui avais servi. Je pense que tu as besoin de te reposer. On reparlera quand tu seras plus calme. Il est parti rapidement, mais pas avant de passer un appel téléphonique dans le jardin. Bien que je n'ai pas pu entendre les mots, le ton était urgent. Inquiet. Cette nuit-là, j'ai reçu le message le plus révélateur à ce jour. Ils viennent ensemble demain. Ils vont essayer de te convaincre que tu es folle, que le chagrin te fait imaginer des choses. Ne les crois pas, et ne prends rien de ce qu'ils t'offrent à boire ou à manger. La prédiction des messages mystérieux s'est réalisée exactement comme annoncé. Le lendemain, Julian et Léo sont arrivés ensemble à la maison, accompagnés de Geneviève. Ils avaient des expressions de préoccupation exagérées et portaient un sac de pâtisserie de la boulangerie du centre-ville. « Maman, on s'inquiète beaucoup pour toi », a commencé Julian d'une voix mielleuse. « Les voisins nous ont dit que tu agissais bizarrement. Sadie dit que tu as parlé toute seule, que tu ne manges pas bien. » Sadie n'avait jamais dit ça. C'était un autre mensonge dans leur collection grandissante. Geneviève a apporté tes pâtisseries préférées, a ajouté Léo en désignant le sac. Et on a fait du café spécial de cette marque que tu aimes tant. Je me suis souvenu des mots du message. Ne prends rien de ce qu'ils t'offrent à boire ou à manger. Était-il possible qu'ils aient l'intention de m'empoisonner aussi, comme ils l'avaient fait avec Arthur? Merci, mais j'ai déjà pris mon petit déjeuner, leur ai-je dit en gardant mes distances.
Mais, maman, a insisté Geneviève avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tu dois bien manger. Tu as tellement maigri depuis le décès d'Arthur. Je vais bien, ai-je répété fermement. Julien a échangé un regard significatif avec Léo. C'était le même regard qu'ils avaient partagé à l'hôpital lorsque le médecin nous avait donné le pronostic d'Arthur. Maman, a dit Julien en s'asseyant plus près de moi. On veut te parler de quelque chose d'important. Léo et moi avons consulté des médecins au sujet de ton comportement récent. Mon comportement? Oui. Les questions étranges que tu as posées, les visites au poste de police, cette obsession pour des détails insignifiants sur papa. C'est normal après une si grande perte, mais ça peut être dangereux si ce n'est pas traité. Léo a hoché la tête gravement. On a parlé au docteur Miller. Il dit qu'il est courant que les personnes âgées développent de la paranoïa après la perte d'un conjoint, surtout les femmes de ton âge. Paranoïa? Il m'accusait d'être folle pour avoir découvert leurs mensonges. Je ne suis pas paranoïaque, leur ai-je dit avec toute la fermeté que je pouvais rassembler. Je pose juste des questions que j'aurais dû poser depuis le début. Comme quelle question, m'a défié Julien. Comme pourquoi il n'y a pas de rapport de police sur le prétendu accident de votre père. Comme pourquoi la boutique est parfaitement propre s'il y a eu une explosion. Comme pourquoi vous avez retiré 12 000 $ de notre compte sans me le dire. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ils ont tous les trois échangé des regards de panique à peine dissimulés. Maman, a finalement dit Léo. Ces choses ont des explications simples. Papa a retiré cet argent pour des réparations qu'il voulait faire en secret, comme une surprise pour toi. Quelle surprise! Il voulait rénover la maison, a menti Julien. Il avait engagé des ouvriers pour réparer le toit, peindre les murs. Il voulait que ce soit une surprise pour ton anniversaire. Si c'était vrai, où étaient les ouvriers? Où étaient les matériaux? Pourquoi personne en ville n'était au courant de cette prétendue rénovation? À propos du rapport de police, a poursuivi Julien, tous les accidents du travail ne nécessitent pas un rapport, surtout lorsqu'ils se produisent sur une propriété privée. Encore des mensonges. Le sergent Miller avait été très clair. Tout accident du travail avec des blessures graves nécessite un rapport officiel. Maman, est intervenue Geneviève d'une voix douce mais condescendante. On veut juste prendre soin de toi. C'est pourquoi on pense qu'il serait préférable que tu déménages dans un endroit où tu auras des soins médicaux spécialisés. Une maison de retraite? Une maison de soins spécialisés, a corrigé Julien. Pour les personnes qui traversent un deuil compliqué. Ils ont des psychologues, des infirmières, des activités pour t'occuper. Et pendant ce temps, a ajouté Léo, on peut s'occuper de vendre la maison, de gérer l'argent de l'assurance, toutes ces choses compliquées que tu ne devrais pas gérer dans ton état actuel. Voilà, le plan complet. Me déclarer mentalement inapte, m'interner dans une maison de retraite et prendre le contrôle de tout mon argent. D'abord, ils avaient assassiné Arthur pour l'argent de l'assurance, et maintenant ils voulaient me voler aussi. Et si je refuse, leur ai-je demandé. Pourquoi refuserais-tu, a demandé Julien avec un sourire qui m'a glacé le sang. On ne veut que ce qu'il y a de mieux pour toi. Parce que c'est ma maison. J'ai construit ma vie avec Arthur ici. Je t'ai élevé ici. Maman, a dit Léo avec un soupir exagéré. Tu ne peux pas vivre éternellement dans le passé. Papa est parti. Tu dois l'accepter et aller de l'avant. Je l'ai accepté. Mais ça ne veut pas dire que je vais donner ma vie et mon argent. Le masque de l'inquiétude a commencé à se fissurer sur les visages de mes fils. Julien s'est levé brusquement. Très bien. Si tu ne veux pas écouter la raison, on devra prendre des mesures plus drastiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut entamer une procédure judiciaire pour te faire déclarer mentalement inapte. On a des témoins de ton comportement erratique. On a le témoignage de médecins qui confirment que tu souffres de paranoïa sénile. Des médecins? Quels médecins? Je n'avais parlé à aucun médecin de mon état mental. Le docteur Miller a déjà signé un rapport préliminaire, a ajouté Léo. Il dit que, d'après nos descriptions de ton comportement, il est probable que tu aies besoin de soins spécialisés. Un médecin qui ne m'avait jamais examiné avait signé un rapport sur mon état mental en se basant uniquement sur ce que mes fils lui avaient dit. Combien leur avait coûté l'achat de cette fausse évaluation? Donc, tu peux coopérer volontairement, a poursuivi Julien. Ou on peut le faire par la voie légale. Mais d'une manière ou d'une autre,
tu vas recevoir l'aide dont tu as besoin. C'était une menace directe. Si je ne leur donnais pas mon argent volontairement, ils utiliseraient le système judiciaire pour le voler. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, leur ai-je dit, essayant de gagner du temps. Bien sûr, a dit Geneviève avec sa fausse douceur. Mais pas trop de temps, pour ton propre bien. Après leur départ, je me suis assise dans ma cuisine, tremblante de rage et de peur. Mes propres fils, ma propre chair et mon propre sang, n'avaient pas seulement assassiné leur père, mais préparaient maintenant à me voler tout ce qu'il me restait. Cette nuit-là, le téléphone a vibré avec un message plus long que les précédents. Éléanore, je m'appelle Vincent Hay. Je suis un détective privé. Arthur m'a engagé 3 semaines avant de mourir parce qu'il se méfiait de Julian et Léo. Ils l'ont empoisonné avec du méthanol mélangé à son café du matin. J'ai la preuve enregistrée de leur conversation, planifiant tout. Demain à 15 h, allez au café, asseyez-vous à la table du fond. J'y serai. Enfin, j'allais savoir qui m'avait envoyé ces messages. Et plus important encore, j'aurais les preuves dont j'avais besoin pour obtenir justice pour la mort de mon mari. Mais je savais aussi que je n'avais pas beaucoup de temps. Julian et Léo avaient montré leur jeu. Si je n'agissais pas vite, je finirais enfermé dans une maison de retraite pendant qu'ils dépenseraient l'argent qui avait coûté la vie à Arthur. La guerre avait commencé. Et même si j'étais une femme de 66 ans contre 2 hommes sans scrupules, j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas. La vérité. Et la vérité, tôt ou tard, trouve toujours un moyen de se révéler. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort d'Arthur, j'ai souri. Parce que je savais que mon mari n'était pas mort en vain. Sa prudence, son instinct, sa décision d'engager un détective privé allait me permettre d'obtenir justice. Julian et Léo avaient gravement sous-estimé leur mère. Ils étaient sur le point de découvrir qu'une femme qui se bat pour la mémoire de son mari assassiné est une force plus puissante que toute leur cupidité réunie. Le lendemain est arrivé, rempli de nervosité et d'anticipation. Je me suis habillé avec soin, choisissant ma robe violette la plus sérieuse, celle que je portais pour les occasions importantes. Si j'allais rencontrer l'homme qui pouvait me donner les réponses dont j'avais besoin, je voulais être prête à toute révélation. À 14h30, je me suis dirigé vers le Hope Café avec des pas déterminés mais prudents. Chaque ombre me semblait suspecte. Chaque personne dans la rue pouvait être un espion envoyé par mes fils. La paranoïa dont ils m'accusaient commençait à me sembler justifiée. Le café était modérément rempli. Je suis allé directement à la table du fond, comme indiqué. J'ai commandé une tisane à la camomille et j'ai attendu, les mains tremblant légèrement sur la table en bois usé. À 15 heures précises, un homme d'une 50aine d'années s'est approché de ma table. Il était grand, les cheveux grisonnants, les yeux intelligents et une expression sérieuse mais gentille. Il portait un dossier marron sous le bras. « Madame Éléanore » a-t-il demandé à voix basse. J'ai hoché la tête, ne faisant pas encore confiance à ma propre voix. « Je suis Vincent Hay. Je suis vraiment désolé pour votre perte. » Arthur était un homme bon. Il s'est assis en face de moi et a posé le dossier sur la table. « Avant de vous montrer ce que j'ai besoin que vous sachiez que ce que vous allez entendre et voir sera très douloureux. Êtes-vous préparé ? » Je me prépare depuis que j'ai reçu votre premier message, ai-je répondu avec une fermeté que je ne me connaissais pas. Vincent a ouvert le dossier et a sorti un petit enregistreur. Arthur est venu me voir il y a 1 mois. Il s'inquiétait du comportement de son fils. Il m'a engagé pour les enquêter discrètement. Il a appuyé sur le bouton de lecture. La voix d'Arthur, si familière et aimée, a rempli le petit espace entre nous. Vincent, j'ai besoin que tu saches que si quelque chose m'arrive, ce ne sera pas un accident. Julian et Léo ont insisté pour que j'augmente mes polices d'assurance vie. Hier, Julian m'a apporté des papiers qu'il disait être pour mieux protéger Éléanore. Mais quand je les ai lus, j'ai réalisé qu'il y avait aussi des clauses qui les avantageaient directement. Mon cœur s'est emballé. Entendre la voix d'Arthur, c'était comme la voir de retour pour quelques minutes, mais ses paroles confirmaient mes pires soupçons. L'enregistrement a continué. Léo a posé des questions étranges sur ma routine quotidienne. Ce que je mange au petit déjeuner, à quelle heure je quitte la maison, si Éléanore vient avec moi à la boutique. Il dit que c'est par inquiétude, mais quelque chose dans sa façon de demander me trouble. Vincent a mis l'enregistrement en pause. Cette conversation a eu lieu 3 semaines avant sa mort. Mais j'ai quelque chose de plus récent.
Il a joué un autre enregistrement, cette fois avec la voix de Julien en arrière-plan, parlant au téléphone. Non, on ne peut plus attendre. Le vieil homme commence à se méfier. Hier, il m'a demandé pourquoi je m'intéressais tant à son assurance. Oui, j'ai déjà le méthanol. Ça marche parfaitement parce que les symptômes ressemblent à une crise cardiaque ou à un AVC. Non, maman ne sera pas un problème. Après la mort de papa, elle sera tellement dévastée qu'on pourra faire ce qu'on veut d'elle. Des larmes ont commencé à couler sur mes joues. C'était la voix de mon fils, mon propre fils, planifiant froidement le meurtre de son père. Il y a plus, a dit Vincent doucement. Cet enregistrement date de la veille de la mort d'Arthur. Un nouvel enregistrement a commencé. Cette fois, c'était Léo qui parlait à quelqu'un. Tout est prêt. Demain, Julien va mettre le méthanol dans le café de papa. On lui a dit que c'était un supplément vitaminique spécial recommandé par un médecin. L'imbécile le boira sans se douter de rien. Les symptômes, ça commencera par des vertiges et de la confusion, puis une perte de vision, des convulsions, un coma. Les médecins penseront que c'est un AVC ou une crise cardiaque. Le temps qu'ils réalisent que c'est un empoisonnement, il sera trop tard. Mon monde s'est complètement effondré. Non seulement ils avaient planifié le meurtre d'Arthur, mais ils l'avaient exécuté avec une froideur qui me terrifiait. Comment était-il possible que mes fils, les bébés que j'avais allaités, les enfants que j'avais réconfortés pendant leur cauchemar, soient capables de quelque chose d'aussi monstrueux? Comment avez-vous obtenu ces enregistrements? Ai-je demandé en sanglotant. Arthur m'avait demandé de placer des dispositifs d'écoute dans sa maison, a expliqué Vincent. Il avait peur, mais il ne savait pas exactement de quoi. On les a placés sur le téléphone de la maison et dans quelques autres endroits stratégiques. Il a sorti une série de photographies du dossier. J'ai aussi ça. Julien achetant du méthanol dans une quincaillerie à 50 km de la ville. Il a payé en espèces et a utilisé un faux nom, mais je l'ai en vidéo. Les photos montraient clairement Julien sortant d'une quincaillerie avec une petite bouteille à la main. La date sur les photos était de 5 jours avant la mort d'Arthur. Et ça, a poursuivi Vincent en me montrant d'autres documents, ce sont les mouvements financiers de Julien et Léo au cours des 6 derniers mois. Ils ont dépensé beaucoup plus d'argent que leur revenu ne le justifie. Julien doit 70 000 $ à un usurier de la ville. Léo a des dettes de jeu de 40 000 $. Ils étaient désespérés. Tout a commencé à avoir un sens. Ce n'était pas seulement la cupidité qui avait motivé le meurtre d'Arthur. C'était le désespoir financier. Mes fils étaient ruinés et voyaient leur père comme une source facile d'argent rapide. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police immédiatement après la mort d'Arthur? Lui ai-je demandé. Parce que Julien et Léo sont très intelligents. Ils ont soudoyé le médecin qui a traité Arthur à l'hôpital pour changer le diagnostic officiel. Au lieu d'empoisonnement, le certificat de décès indique une insuffisance cardiaque due à des complications d'un accident du travail. Sans cette preuve médicale, mes enregistrements pourraient ne pas être suffisants pour une condamnation. Mais maintenant, on a toutes les preuves ensemble, ai-je dit, ressentant un mélange de douleur et de détermination. Exactement. Et il y a autre chose que vous devez savoir. Vos fils prévoyaient de vous tuer aussi. Mon sang s'est glacé. Quoi? Vincent a joué un dernier enregistrement, cette fois avec les voix de Julien et Léo ensemble. Une fois qu'on aura l'argent de l'assurance de papa, on doit se débarrasser de maman aussi, disait Julien. On ne peut pas risquer qu'elle se méfie ou que quelqu'un d'autre lui mette des idées en tête. Comment? A demandé Léo. Comme avec papa. Mais cette fois, on peut faire passer ça pour un suicide dû à la dépression. Une veuve qui ne peut pas vivre sans son mari. Personne ne se posera de questions. Et l'argent? On est ses seuls héritiers. Tout serait à nous. La maison, les économies, l'argent de l'assurance. Presque 200 000 $ au total. L'enregistrement s'est arrêté. Je tremblais de manière incontrôlable. Mes fils n'avaient pas seulement assassiné leur père, mais préparaient aussi à me tuer. Tout ça pour de l'argent. Madame Eleanor, m'a dit Vincent doucement. Je sais que c'est dévastateur, mais on a assez de preuves pour qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. Que devons-nous faire maintenant? Ai-je demandé en essuyant mes larmes. D'abord, on doit aller à la police avec toutes ces preuves. Le sergent Miller est un homme honnête. Il n'est impliqué dans aucune corruption. Deuxièmement, on doit agir vite.
Vos fils prévoient de vous faire déclarer mentalement inapte demain. S'ils réussissent, il sera beaucoup plus difficile de procéder légalement. Demain? Oui, j'ai intercepté une conversation téléphonique ce matin. Il rencontre le juge Franklin à 10 h du matin pour commencer la procédure d'incompétence. Je me suis levé de la table avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Alors on doit agir ce soir. Exactement, a confirmé Vincent. Mais avant ça, il y a une dernière chose que je veux vous montrer. Il a sorti une dernière photographie du dossier. On y voyait Arthur sortir d'une clinique médicale que je ne reconnaissais pas. 3 jours avant de mourir, votre mari est allé faire un bilan de santé complet dans une clinique de la ville. Les résultats montrent qu'il était en parfaite santé. Pas de signe de maladie cardiaque, une tension artérielle normale, tout était parfait. Cela prouve définitivement que sa mort a été causée par un empoisonnement, pas par des problèmes de santé naturelle. C'était la dernière preuve dont nous avions besoin. Arthur avait été un homme en bonne santé assassiné par ses propres fils. Vincent, ai-je dit en lui prenant la main. Merci d'avoir tenu votre promesse à mon mari. Maintenant, obtenons justice. Le soir même, Vincent et moi sommes allés directement au poste de police. Le sergent Miller travaillait de nuit cette semaine-là, ce qui était parfait pour nos besoins. Quand nous sommes arrivés, il était 20 h et le poste était relativement calme. Sergent Miller, ai-je dit d'une voix ferme. Je dois déposer une plainte officielle pour le meurtre de mon mari, Arthur. Le sergent m'a regardé avec surprise. Meurtre? Madame Eleanor? Le certificat de décès indique qu'il est mort de complications cardiaques après un accident du travail. Le certificat de décès est faux, ai-je répondu en posant le dossier de Vincent sur son bureau. Mon mari a été délibérément empoisonné au méthanol par nos propres fils. Au cours des 2 heures suivantes, Vincent et moi avons présenté toutes les preuves. Les enregistrements audio, les photographies de Julian achetant du méthanol, les documents bancaires montrant les retraits non autorisés, les résultats médicaux d'Arthur prouvant sa parfaite santé, et enfin, les conversations enregistrées où mes fils avouaient à la fois le meurtre de leur père et leur plan pour me tuer. Le sergent Miller a écouté chaque enregistrement avec une expression de plus en plus grave. Quand nous avons fini, il s'est adossé à sa chaise et a secoué la tête avec incrédulité. C'est monstrueux, a-t-il marmonné. Êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout, Madame Eleanor? Une fois que nous aurons arrêté vos fils, il n'y aura pas de retour en arrière. Sergent, ai-je répondu avec toute la dignité que je pouvais rassembler. Ces hommes ont assassiné mon mari de sang-froid pour de l'argent. Ils préparaient aussi à me tuer. Ils ne sont plus mes fils. Ce sont des criminels qui doivent payer pour leurs crimes. On devra demander au médecin légiste d'exhumer le corps d'Arthur pour confirmer la présence de méthanol, a expliqué le sergent. Êtes-vous préparé à ça? Faites tout ce qui est nécessaire, ai-je répondu sans hésitation. Le sergent Miller a immédiatement appelé le procureur. Malgré l'heure tardive, la gravité de l'affaire a fait venir le procureur en personne au poste. Après avoir examiné toutes les preuves, il a immédiatement autorisé les mandats d'arrêt pour Julian et Léo. On interviendra à l'aube, a expliqué le procureur. On doit sécuriser toutes les preuves avant qu'ils ne puissent détruire quoi que ce soit. Vincent m'a raccompagné chez moi cette nuit-là. Êtes-vous sûr que ça ira seul, a-t-il demandé avec inquiétude. Ça ira, ai-je répondu. Après tout ce que j'ai découvert, je n'ai plus peur. J'ai la justice de mon côté. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis resté assise dans la cuisine, regardant les photographies d'Arthur que nous avions sur les murs. Pour la première fois depuis sa mort, je ne ressentais pas seulement de la douleur. Je ressentais un étrange mélange de tristesse et de satisfaction en sachant que bientôt, il y aurait justice pour son meurtre. À 6 h du matin, mon téléphone a sonné. C'était Julian. Maman, j'ai besoin que tu viennes chez Léo immédiatement. Quelque chose de terrible est arrivé. Que s'est-il passé? Ai-je demandé en feignant l'inquiétude. Il vaut mieux que je t'explique en personne. S'il te plaît, viens vite. Je savais que c'était un piège. Après avoir entendu les enregistrements la nuit précédente, je savais qu'ils préparaient à accélérer leur plan pour se débarrasser de moi. Mais je savais aussi que la police était déjà en route pour les arrêter. J'arrive, ai-je menti. Au lieu d'aller chez Léo, je suis resté dans ma cuisine, à attendre. À 7 h 30 du matin,
j'ai vu de ma fenêtre plusieurs voitures de police se diriger dans différentes directions vers les maisons de mes fils. Mon téléphone a sonné à plusieurs reprises au cours de l'heure suivante. D'abord Julien, puis Léo, tous deux avec des voix de plus en plus désespérées me demandant où j'étais, mais je n'ai répondu à aucun appel. À 9 heures du matin, le sergent Miller a frappé à ma porte. Madame Eleanor, on a arrêté Julien et Léo. Ils sont en garde à vue, accusés de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre. J'ai senti mes jambes trembler, mais cette fois, ce n'était pas de peur. C'était de soulagement. Comment ont-ils réagi, ai-je demandé. Julien a tout nié au début, mais quand on lui a fait écouter les enregistrements, il s'est effondré. Léo a essayé de s'enfuir par la fenêtre arrière de sa maison. On a dû le poursuivre sur 6 pâtés de maison. Cet après-midi-là, Geneviève est venue me voir. Elle est arrivée en pleurant, suppliant, une femme complètement différente de la personne froide et calculatrice que j'avais connue. Madame Eleanor, s'il vous plaît, vous devez retirer les charges contre Julien. Ce n'est pas une mauvaise personne. Il était juste désespéré à cause des dettes. Je lui ai tellement mis la pression pour trouver de l'argent. C'est de ma faute aussi. Je l'ai regardé sans la moindre compassion. Geneviève, votre mari a empoisonné mon mari. Il préparait à me tuer aussi. Il n'y a aucune explication ni justification à cela. Mais on est une famille, a-t-elle crié désespérément. Pensez à ce que ça va faire à la famille. La famille est morte le jour où ils ont décidé de tuer Arthur pour de l'argent, ai-je répondu froidement. Maintenant, s'il vous plaît, quittez ma maison. 3 jours plus tard, l'exhumation du corps d'Arthur a été effectuée. Les résultats du laboratoire ont confirmé exactement ce que Vincent avait découvert. Des niveaux mortels de méthanol dans son système, assez pour provoquer tous les symptômes qu'il avait ressentis avant de mourir. L'affaire est devenue le sujet de conversation de la ville. Personne ne pouvait croire que 2 fils avaient assassiné leur propre père pour de l'argent. Les journaux locaux ont qualifié cela de « crime le plus cruel de la décennie ». Dans les semaines qui ont suivi, plus de détails ont été révélés lors des enquêtes. Julien devait en effet 70 000 $ à des usuriers illégaux qui avaient commencé à le menacer de violence. Léo avait perdu 45 000 $ dans des casinos clandestins et faisait également face à des menaces. Ils avaient vu l'argent de l'assurance vie d'Arthur comme leur seul salut, mais leur cupidité les avait conduits à augmenter les polices de manière si spectaculaire qu'ils avaient éveillé les soupçons de leur propre père. On a aussi découvert que le médecin qui avait falsifié le certificat de décès avait reçu 5 000 $ en espèces de Julien. Il a lui aussi été arrêté pour obstruction à la justice et falsification de documents officiels. Vincent m'a expliqué tous les détails du plan qu'Arthur avait fait avec lui. Votre mari était plus malin que ses fils ne le pensaient. Il savait que quelque chose de grave allait arriver, mais il ne savait pas exactement quoi. Il m'a engagé non seulement pour enquêter sur Julien et Léo, mais aussi pour vous protéger si quelque chose lui arrivait. Il savait qu'ils allaient le tuer, ai-je demandé. Pas exactement, mais il soupçonnait que leur vie était en danger. C'est pourquoi on a installé les dispositifs d'enregistrement, pourquoi on a tout documenté. Il voulait s'assurer que si quelque chose lui arrivait, la vérité éclaterait. Mon Arthur, même dans ces derniers jours, m'avait protégé. Il avait anticipé la trahison de notre fils et avait pris des mesures pour s'assurer que la justice prévaudrait. Le procès devait commencer dans 2 mois. Julien et Léo étaient tous deux accusés de meurtre au premier degré, ce qui, dans notre État, entraînait une peine de 25 ans à la prison à vie. Le jour du procès est arrivé après 2 mois d'intense préparation juridique. La salle d'audience était bondée. Des journalistes de plusieurs journaux régionaux étaient venus couvrir ce qui était déjà connu comme « l'affaire des fils meurtriers ». Toute la ville était là, des voisins, d'anciens collègues d'Arthur, même des gens que je connaissais à peine mais qui voulaient assister à ce moment historique de justice. Je me suis habillé de ma plus belle robe noire, la même que j'avais portée à notre mariage il y a tant d'années, mais qui représentait maintenant le deuil et la dignité. Vincent m'a accompagné, s'asseyant à mes côtés pendant tout le processus. Sa présence m'a donné la force d'affronter ce qui serait le jour le plus difficile de ma vie. Julien et Léo sont entrés dans la salle d'audience, menottés, vêtus de combinaisons de prison orange. Voir mes fils ainsi m'a de nouveau brisé le cœur, mais je ne ressentais plus de pitié pour eux. Je ne ressentais qu'une profonde tristesse pour la mort morale qu'ils avaient choisie bien avant d'assassiner physiquement leur père. Le procureur a présenté l'affaire avec une précision dévastatrice. Un par un,
les enregistrements ont été diffusés à la cour. Le silence était absolu à chaque fois que les voix de Julian et Léo se faisaient entendre, planifiant froidement le meurtre d'Arthur. Lorsque le procureur a diffusé l'enregistrement où il préparait aussi à me tuer, plusieurs personnes dans le public ont halté d'horreur. Une femme âgée s'est levée et a quitté la salle d'audience en pleurant. Je ne pouvais pas la blâmer. Il était difficile d'assimiler une telle cruauté. Mesdames et messieurs du jury, a déclaré le procureur lors de sa déclaration liminaire, ce n'est pas un cas ordinaire de cupidité familiale. C'est un cas de préméditation froide et calculée où deux hommes ont décidé d'assassiner le père qui les avait élevés avec amour et sacrifice simplement parce qu'ils avaient besoin d'argent pour payer leurs dettes de jeu et leurs prêts irresponsables. Les avocats de Julian et Léo ont tenté de présenter une défense basée sur des circonstances désespérées et des influences extérieures, mais les preuves étaient accablantes. Les enregistrements ne mentaient pas. Les documents bancaires ne mentaient pas. Les preuves médico-légales de méthanol dans le corps d'Arthur ne mentaient pas. Quand ce fut mon tour de témoigner, je me suis approché de la barre avec des jambes tremblantes, mais l'esprit clair. J'avais attendu ce moment pendant des mois. Madame Eleanor, m'a demandé le procureur, pouvez-vous nous décrire votre relation avec vos fils avant le meurtre de votre mari? Je pensais avoir une bonne relation avec eux, ai-je répondu en regardant directement Julian et Léo. Je les ai élevés avec amour. J'ai tout sacrifié pour leur bien-être. Leur père a travaillé du lever au coucher du soleil pour leur donner le meilleur de nous-mêmes. Je n'aurais jamais imaginé que cet amour et ce sacrifice deviendraient la raison de notre meurtre. À un moment donné, avez-vous soupçonné qu'il pourrait faire du mal à votre mari? Non. C'est la partie la plus douloureuse de tout ça. Je leur faisais entièrement confiance. Quand ils m'ont dit qu'Arthur avait eu un accident dans sa boutique, je les ai crus. Quand ils ont organisé les funérailles si rapidement, j'ai pensé qu'ils étaient efficaces dans leur deuil. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils couvraient un meurtre. Julian a baissé la tête pendant mon témoignage. Léo m'a regardé avec défi, mais j'ai vu des larmes dans ses yeux. Trop tard pour les larmes. Trop tard pour les regrets. Le moment le plus dramatique du procès est venu lorsque le procureur a décidé de diffuser l'intégralité de l'enregistrement de la conversation où il préparait mon propre meurtre. La voix de Julian a rempli la salle d'audience. Une fois qu'on aura l'argent de l'assurance de papa, on doit se débarrasser de maman aussi. On ne peut pas risquer qu'elle se méfie. Un murmure d'horreur a parcouru le public. Plusieurs personnes se sont retournées pour me regarder avec des expressions d'incrédulité et de compassion. Comment vous êtes-vous senti lorsque vous avez entendu cet enregistrement pour la première fois, m'a demandé le procureur. J'ai réalisé que j'avais perdu mes deux fils bien avant de perdre mon mari, ai-je répondu, ma voix se brisant mais ferme. Les bébés que j'ai allaités, les enfants que j'ai réconfortés pendant leur cauchemar, étaient morts et avaient été remplacés par deux étrangers capables de n'importe quelle cruauté pour de l'argent. La défense a tenté de me contre-interroger, suggérant que j'avais peut-être mal interprété les intentions de mon fils, que peut-être le chagrin m'avait fait exagérer les preuves, mais les enregistrements parlaient d'eux-mêmes. Vincent a également témoigné, expliquant en détail comment Arthur l'avait engagé parce qu'il avait peur de ses propres fils. Il a décrit chaque étape de l'enquête, chaque pièce à conviction recueillie, chaque moment enregistré qui révélait la vérité. Le médecin légiste a présenté les résultats de l'exhumation, confirmant la présence mortelle de méthanol dans le corps d'Arthur. Il a expliqué comment ce poison agit lentement, provoquant exactement les symptômes que mon mari avait ressentis avant de mourir. Après 3 jours de témoignages dévastateurs, les plaidoiries finales sont arrivées. Le procureur a été implacable. Julian et Léo ne sont pas des victimes des circonstances. Ce sont des prédateurs qui ont vu leurs propres parents comme des obstacles financiers à éliminer. Ils ont planifié, exécuté et couvert le meurtre d'Arthur, et ils préparaient à faire de même à Eleanor. Ils ne méritent pas la compassion. Ils méritent la justice. Le jury a délibéré pendant 6 heures. À leur retour, le silence dans la salle d'audience était absolu. Je pouvais entendre mon propre cœur battre alors que le chef du jury lisait le verdict. Dans l'affaire de l'État contre Julian et Léo Sterling, pour l'accusation de meurtre au premier degré d'Arthur Sterling, nous déclarons les accusés coupables. La salle d'audience a éclaté en murmures et en exclamations. Julian s'est effondré sur sa chaise, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'il avait fait. Léo est resté rigide, regardant droit devant lui sans expression. Pour l'accusation de complot en vue de commettre un meurtre contre Eleanor Sterling, nous déclarons les accusés coupables. Le juge a procédé immédiatement à la sentence. Julian et Léo Sterling,
pour le meurtre avec préméditation de votre père et le complot en vue de meurtre de votre mère, je vous condamne à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En entendant ces mots, j'ai senti un poids gigantesque se soulever de mes épaules. La justice. Il y avait enfin justice pour Arthur. Après le procès, de nombreuses personnes sont venues me serrer dans leurs bras et m'exprimer leur soutien. Sadie a pleuré avec moi, non pas de tristesse, mais de soulagement. Éléanore, Arthur peut reposer en paix maintenant, a-t-elle chuchoté. Cette nuit-là, je suis retourné à ma maison, qui me semblait maintenant différente. Ce n'était plus un lieu de douleur et de trahison. C'était de nouveau ma maison, l'endroit où Arthur et moi avions été heureux pendant 42 ans. Vincent est venu me rendre visite une semaine après le procès. « Comment vous sentez-vous » a-t-il demandé. « En paix » ai-je répondu honnêtement. Pour la première fois depuis la mort d'Arthur, je dors paisiblement. Je sais qu'il repose en paix parce que sa mort n'est pas restée impunie. Et l'argent, l'assurance, les économies ? J'ai fait don de l'argent de l'assurance vie à une fondation pour les victimes de crimes familiaux, ai-je expliqué. Cet argent était taché de sang. Je n'aurais jamais pu l'utiliser. Mes économies personnelles me suffisent pour vivre modestement le reste de mes jours. 6 mois après le procès, j'ai reçu une lettre de prison. C'était de Julien. « Maman, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'ai besoin que tu saches que je regrette tout. L'argent, les dettes, le désespoir nous ont aveuglés. On a perdu toute humanité. Léo et moi avons détruit la famille la plus aimante du monde pour 125 000 $ qu'on n'a même jamais pu apprécier. Je vais me donner la mort dans ma cellule demain. Je ne peux pas vivre avec ce qu'on a fait. Prends soin de toi, maman. Dis à papa qu'on est désolé d'avoir été de si mauvais fils. Je n'ai pas eu le temps d'empêcher son suicide. » Julien a été retrouvé pendu dans sa cellule le lendemain. Léo, en apprenant la mort de son frère, a fait une dépression nerveuse complète et a été transféré à l'hôpital psychiatrique de la prison. Aujourd'hui, 2 ans après le procès, je vis tranquillement dans ma petite maison. J'ai transformé la boutique d'Arthur en un jardin où je cultive des fleurs que j'apporte sur sa tombe tous les dimanches. Vincent est devenu un ami proche, me rendant visite régulièrement pour s'assurer que je vais bien. Parfois, les voisins me demandent si mes fils me manquent. La réponse est compliquée. Les enfants qu'ils étaient me manquent. Mais ces enfants sont morts bien avant Arthur. Les hommes qu'ils sont devenus n'étaient pas mes fils. C'étaient des étrangers qui partageaient mon sang, mais pas mon cœur. J'ai appris que la vraie famille n'est pas définie par le sang, mais par l'amour, la loyauté et le respect mutuel. Arthur a été ma vraie famille pendant 42 ans. Les amis qui m'ont soutenu pendant le procès sont ma famille maintenant. La justice n'a pas ramené Arthur, mais elle m'a apporté la paix. Et les nuits calmes, quand je m'assois sur le porche où on prenait si souvent le café ensemble, je jure que je peux sentir sa présence, fier de moi d'avoir été assez forte pour faire ce qu'il fallait, même si cela signifiait perdre mes fils pour toujours. 5 ans ont passé depuis ce terrible jour au cimetière où j'ai reçu le premier message qui a changé ma vie pour toujours. Aujourd'hui, j'ai 71 ans et mes cheveux complètement blancs reflètent toutes les tempêtes que j'ai affrontées et surmontées. Mais mes yeux, comme me le dit ma chère amie Sadie, brillent d'une paix qu'ils n'avaient pas auparavant. La maison où Arthur et moi avons bâti nos rêves est toujours mon sanctuaire. J'ai fait quelques améliorations avec l'argent que j'avais économisé, peint les murs d'un jaune doux, la couleur préférée d'Arthur, et transformé son ancien atelier en le plus beau jardin du quartier. Des roses rouges, des œillets blancs, des tournesols qui cherchent toujours le soleil, tout comme il m'a appris à le faire pendant nos années les plus difficiles. Vincent est devenu plus que l'enquêteur qui m'a aidé à obtenir justice. Il est devenu ma famille choisie. Il me rend visite tous les mercredis après-midi et nous buvons un café sur le porche pendant qu'il me raconte des histoires sur ses autres affaires. Parfois, il me demande si je regrette d'avoir dénoncé mes propres fils, s'il n'aurait pas été préférable de garder le secret et de vivre avec le mensonge. Jamais, je réponds toujours. La vérité fait mal, mais les mensonges tuent l'âme. La fondation que j'ai créée avec l'argent de l'assurance vie est devenue quelque chose de plus grand que je n'aurais jamais imaginé. La Fondation Arthur Sterling pour les victimes de crimes familiaux aide maintenant des dizaines de familles chaque année qui ont vécu des tragédies similaires à la mienne. Nous avons des psychologues, des avocats, des enquêteurs privés, tous travaillant pour qu'aucune autre famille n'ait à souffrir en silence ce que j'ai souffert. Il y a 6 mois, une femme de 40 ans est venue me voir. Elle s'appelait Hélène,
et elle soupçonnait que son frère avait assassiné leur mère pour l'héritage. Son histoire était douloureusement similaire à la mienne. Des parents avides, une pression pour vendre des biens, un comportement étrange après le décès. La fondation lui a fourni un enquêteur privé, des conseils juridiques gratuits et un soutien psychologique tout au long du processus. Lorsque son frère a été reconnu coupable de meurtre 3 mois plus tard, Hélène est venue me serrer dans ses bras en pleurant. « Madame Eleanor, vous m'avez sauvé la vie. Si vous n'aviez pas eu le courage de dénoncer vos propres fils, je n'aurais jamais eu le courage de dénoncer le mien. Ce sont ces moments qui me rappellent pourquoi toute la douleur que j'ai endurée en valait la peine. Léo est toujours en vie, bien qu'il ne soit plus le même homme que j'ai connu. Après le suicide de Julian, son esprit s'est complètement brisé. Les médecins disent qu'il vit dans un état constant de culpabilité et de paranoïa, croyant qu'Arthur vient lui rendre visite toutes les nuits pour le condamner pour le meurtre. Il a tenté de se suicider 3 fois, mais les gardiens de prison le surveillent constamment. Je reçois de ces lettres de temps en temps. Elles sont incohérentes, remplies d'excuses désespérées et de supplications de pardon. Au début, je les lisais en cherchant une trace du fils que j'ai élevé avec tant d'amour. Mais j'ai ensuite réalisé que la lecture de ces lettres ne faisait que rouvrir des blessures qui avaient déjà guéri. Maintenant, je les garde non ouvertes dans une boîte à chaussures. Peut-être qu'un jour, je les lirai. Peut-être pas. J'ai le droit de protéger ma tranquillité d'esprit. Geneviève a disparu de la ville immédiatement après le procès. Quelqu'un m'a dit qu'elle avait déménagé en ville et changé de nom. Je ne la blâme pas, porteur le nom de famille d'un meurtrier ne doit pas être facile. Parfois, je me demande si elle savait ce que Julian préparait. Si elle était une complice silencieuse du meurtre d'Arthur. Mais ces questions appartiennent au passé, et j'ai appris à vivre dans le présent. La ville de Harmony Creek n'oubliera jamais l'affaire. C'est devenu une légende locale, une histoire que les parents racontent à leurs enfants comme un avertissement contre la cupidité et la trahison. Certains me voient comme une héroïne, d'autres comme une femme cruelle qui a envoyé ses propres fils en prison. Je me fiche de ce qu'ils pensent. Je connais la vérité, et la vérité m'a donné la paix dont j'avais besoin. Ma santé est restée étonnamment bonne pour mon âge. Le médecin dit que c'est parce que j'ai enfin pu me libérer du stress et de la tristesse que je portais. Le corps guérit quand le cœur trouve la paix, a-t-il expliqué lors de mon dernier bilan. Les dimanches matins sont mes préférés. Je coupe des fleurs fraîches de mon jardin et je me rends au cimetière pour visiter la tombe d'Arthur. Sa pierre tombale a maintenant une inscription que j'ai fait graver après le procès, Arthur Sterling, mari bien-aimé, père trahi, homme d'honneur. Son amour a été plus fort que sa mort. Je lui raconte tout ce qui s'est passé pendant la semaine. Je parle de la fondation, des familles qu'on a aidées, des lettres de remerciement que je reçois de gens qui ont trouvé justice grâce à notre histoire. Je jure que je peux sentir son approbation dans le vent qui fait bruire les feuilles des arbres voisins. Tu sais ce qui est le plus étrange, mon amour, ai-je dit lors de ma dernière visite. Je ne ressens plus de douleur quand je pense à Julian et Léo. Je ne ressens que de la pitié. Pitié parce qu'ils avaient tout l'amour du monde et qu'ils ont choisi la haine. Ils avaient une famille qui les adorait et ils ont choisi la trahison. Ils avaient la chance d'être des hommes d'honneur comme toi et ils ont choisi d'être des meurtriers. La semaine dernière, un journaliste de la ville est venu m'interviewer pour un documentaire sur les crimes familiaux. Elle m'a demandé s'il y avait quelque chose que j'aimerais dire à d'autres personnes qui pourraient vivre des situations similaires. La famille n'est pas une excuse pour le crime, ai-je répondu. L'amour n'est pas aveugle. L'amour avec des limites est le véritable amour. Si quelqu'un qui prétend vous aimer est capable de vous faire du mal pour de l'argent ou par commodité, cette personne ne vous aime pas vraiment. Et il n'est jamais trop tard pour chercher la justice. Peu importe qui est le coupable. Cette année, pour le 5e anniversaire de la mort d'Arthur, j'ai organisé une cérémonie spéciale en sa mémoire. Plus de 200 personnes sont venues, des voisins, des membres de la fondation, des familles qu'on a aidées, des responsables locaux. C'était beau de voir comment sa mort, qui avait commencé comme une tragédie, était devenue une force pour le bien dans tant de vies. Vincent a prononcé un discours émouvant. Arthur Sterling est mort à cause de la cupidité de ses fils, mais son héritage perdure dans chaque famille qui trouve justice grâce au courage de sa femme. Le mal a essayé de détruire leur histoire, mais le bien l'a transformée en espoir pour les autres. Le soir, avant de m'endormir, je sors parfois les vieilles photographies de l'époque où Julian et Léo étaient enfants. Je les vois jouer dans la cour, serrer leur père dans leurs bras, rire avec moi lors de Noël passé.
Je m'autorise à pleurer pour ces enfants innocents qui ont existé un jour, avant que la cupidité ne les corrompe complètement. Mais je ne pleure plus pour les hommes qu'ils sont devenus. Ces hommes ont choisi leur destin. Mon histoire a fini par être plus grande que ma tragédie personnelle. Elle est devenue un symbole que la justice est possible, même lorsqu'elle vient des sources les plus inattendues. Une veuve de 66 ans a prouvé que la vérité est plus puissante que les mensonges, que le véritable amour est plus fort que la trahison, et qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qu'il faut. Demain, c'est mercredi, et Vincent viendra prendre le café comme toujours. Je lui ferai son gâteau préféré et je lui parlerai des lettres de remerciement qui sont arrivées cette semaine. Ensuite, on travaillera ensemble dans le jardin, plantant de nouvelles fleurs pour le printemps. La vie continue, plus simple, mais plus authentique qu'avant. J'ai appris que la vraie famille n'est pas une question de sang partagé, mais de valeurs partagées, de respect mutuel, d'un amour qui ne se transforme jamais en mal. Arthur, où que tu sois, j'espère que tu sais que j'ai tenu la promesse que je t'ai faite à côté de ta tombe ce jour terrible. J'ai trouvé la vérité. J'ai cherché la justice. Et j'ai transformé notre douleur en espoir pour les autres. Ta mort n'a pas été vaine, mon amour. Elle ne le sera jamais.